Bien, bonjour à tous. Petite vidéo donc pour expliquer la conception de la légende du croquis, dynamique et organisation du territoire au Brésil que je vous ai mise en ligne sur le site. Ce que je vais essayer de faire en fait de plus en plus, c'est de doubler les pages du site par des petites présentations vidéo de manière à ce que ceux qui préfèrent cette forme-là, qui ne veulent pas se taper des pages à lire et à annoter, et qui préfèrent visionner, écouter et prendre des notes, s'y retrouvent également. Bien, alors on va commencer. Ok, donc le Brésil, organisation et dynamique du territoire, travaille sur le croquis. Alors, pour commencer, donc le plan. J'ai repris l'essentiel du plan que j'avais déjà utilisé lors de la présentation des dynamiques et du territoire brésilien, donc un plan en trois parties. Un continent, un État-continent pardon, mal maîtrisé dans un premier temps, un deuxième temps autour des dynamiques internes, entre un certain nombre de permanences, vous pouvez y mettre un S, hein, des déséquilibres, donc, enfin, les permanences des déséquilibres et volonté donc de rééquilibrage, et puis une troisième partie, les dynamiques régionales et mondiales, le Brésil, affirmation d'un émergent. Bien. Alors, ici, hop, on va se recaler. Première partie, un État-continent mal maîtrisé, donc comme vous pouvez voir, à votre gauche, ici, vous avez les éléments que j'ai sélectionné, et puis à votre droite, le langage cartographique qu'on pourrait y associer. Alors, toute la problématique de la première partie, en fait, c'est de montrer que le Brésil est un État-continent mal maîtrisé. C'est-à-dire que bien, on observe un certain nombre de déséquilibres, et ces déséquilibres, déjà, on peut un petit peu pardon, les apprécier à partir de la carte de synthèse. Et en fait, on s'aperçoit d'une certaine asymétrie de l'espace brésilien le long de cette ligne-là, globalement nord-est, nord-est, sud-est, hein, voilà, avec un monde, je dirais, qui est sous l'influence de la façade atlantique et qui est un monde ouvert, qui correspondrait finalement au Brésil ouvert et certainement le plus mondialisé. Et puis, à l'opposé, une façade occidentale qui, elle, est beaucoup plus fermée. Et l'une des problématiques, en fait, dans l'organisation du territoire brésilien, c'est la difficulté à la fois d'intégrer cet espace amazonien, d'une part, et d'autre part, de pouvoir créer un certain nombre de corridors de transport qu'on appelle des corridors de transport bi-océaniques, c'est-à-dire permettre au Brésil de se doter finalement d'une double façade maritime atlantique, mais également une façade pacifique, sachant que ce débouché pacifique, en fait, il est de plus en plus important pour l'économie brésilienne, sachant que son premier partenaire commercial à l'heure actuelle, c'est la Chine. Alors, c'est pour ça que dans la première partie, finalement, j'ai décidé d'essayer de mettre en lumière les éléments de fermeture du territoire brésilien. Alors j'ai choisi d'abord l'Amazonie. L'Amazonie, c'est 45% du territoire brésilien, mais seulement 10% de la population. L'axe de l'Amazone, le fleuve, c'est encore un axe commercial qui est encore relativement sous-exploité. On peut considérer globalement que, pardon, jusqu'à la ville de Manaus, il y a Manaus qui est l'un des grands ports porte-containers du Brésil. Disons que juste à la ville de Manaus, l'exploitation commerciale, je dirais, qui va ici vers l'aval, est relativement intense. Par contre, cette exploitation commerciale, elle est beaucoup moins importante, plus on remonte vers l'amont en particulier. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ici de le représenter.
Troisième élément, la ville de Manaus. Manaus, donc, au cœur de l'Amazonie. Je vous ai dit que c'était un important port fluvial qui connaît un développement économique. C'est une ville d'environ 2 millions d'habitants à l'heure actuelle, mais si on regarde eh bien, la hiérarchie des villes brésiliennes, on s'aperçoit que la ville de Manaus, c'est seulement la septième ville brésilienne et qu'elle arrive très loin en termes de population, derrière notamment les grandes villes du sud-est. Le dernier élément, c'est la dimension, le potentiel de puissance, un potentiel de puissance certain, mais éloigné finalement du centre du Brésil et éloigné, on va dire, des grandes interfaces et notamment des interfaces pacifiques ou atlantiques, c'est-à-dire que ce réservoir de puissance, il n'est pas totalement enclavé, mais il n'est pas totalement ouvert. Alors, cette première partie, nous la retrouvons, excusez-moi, ici. Hein, et le troisième élément, les derniers éléments, c'était donc ici, par exemple, la région minière du Carajás, que j'ai choisi principalement de mettre en évidence, mais également les champs pétroliers offshore au large de Rio de Janeiro. Alors c'est un réel potentiel de puissance parce que d'abord le Brésil va atteindre grâce à ces champs pétroliers une certaine autosuffisance en matière d'hydrocarbures et surtout le Brésil acquiert une très grande expertise en matière de fourrage offshore et notamment de fourrage à haute profondeur, enfin profondeur importante. Donc voilà pour la première partie. Passons maintenant à la deuxième partie, dont le titre que j'intitulais Les dynamiques internes entre permanence des déséquilibres et volonté de rééquilibrage. Alors là aussi, j'ai mis en place deux temps. D'abord la permanence des équilibres, alors des choses assez simples, une population entre littoralisation et concentration, le sud-est du Brésil, une Suisse brésilienne avec un IDH fort, c'est le Brésil développé, une mégalopole qui est encore, je dirais, en observation, mais qui est de plus en plus une réalité géographique entre Rio et Sao Paulo. Sao Paulo Santos, Santos étant le plus grand port du Brésil. Hein. Et puis ensuite, Sao Paulo, une ville mondiale, mais un centre de commandement complètement saturé à l'heure actuelle. Et puis enfin, des flux migratoires internes qui restent orientés du nord au sud. En fait, ici, je veux montrer la permanence des déséquilibres. Alors, si on prend maintenant la carte, on va retrouver ces éléments-là, les concentrations de population. On va retrouver ici le sud-est du Brésil, entre mégalopole et pardon, hop, on va revenir, voilà, on est ici, hop, ça arrive, hein. C'est les inconvénients de ces cours. Donc le sud-est du Brésil, ici, qui concentre l'essentiel des populations, de la richesse, des infrastructures et je dirais des grands hubs qui connectent le Brésil au reste du monde, par exemple. Donc ici, permanence des équilibres, vous pouvez choisir un ou deux éléments qui vous apparaissent importants. Encore une fois, c'est pas la peine après, lorsque vous allez refaire vous la carte à partir de tous ces éléments de légende que je vous mets à disposition, de tous les faire figurer. C'est d'en choisir à chaque fois deux, trois pertinents qui seront faciles à mémoriser si jamais cette carte vous est proposée à l'examen. Alors en grand B, les volontés de rééquilibrage. Alors ici, une première volonté, c'est intégrer le Far West brésilien. Le Far West brésilien, c'est simplement ici l'Amazonie, avec à l'heure actuelle notamment des politiques très volontaristes qui sont menées par le pouvoir brésilien, au mépris d'ailleurs, j'allais dire,
de toute prévention environnementale qui vise en fait à véritablement exploiter l'Amazonie et mettre au service de la puissance du Brésil ce réservoir en fait, je dirais, à la fois de matières premières et surtout d'espace. Hop, on va essayer de retrouver. Voilà. Donc, Brasilia, une nouvelle capitale à la conquête du territoire. Ok, ça c'est quelque chose de connu. Alors, nouvelle capitale, oui, ok, mais Brasilia, c'est quand même les années 60, donc c'est plus non plus si nouveau que cela, mais ça a participé dès ces années-là à cette stratégie des différents gouvernements brésiliens, et bien, petit à petit, de conquérir, je dirais, leur espace et de faire de leur espace la base de leur puissance. Et puis enfin, les fronts pionniers, c'est-à-dire tous ces fronts agricoles qui progressent et qui ont pour but, encore une fois, d'élargir l'assiette de puissance agricole du Brésil. Il ne faut quand même pas oublier que le Brésil, avec les États-Unis, avec l'Union européenne, mais surtout avec les États-Unis, c'est une des deux plus grandes agro-puissances au monde. Ok, dernière partie. Vous voyez, c'est pas. J'ai voulu essayer une autre méthode plus dynamique, mais bon, c'est pas nécessairement encore totalement au point. Ok, donc on va passer à hop, cette partie-là, donc la troisième partie, les dynamiques régionales et mondiales, le Brésil, affirmation d'un émergent. Alors ici, encore une fois, je prends en considération deux niveaux. D'abord les dynamiques à l'échelle du continent sud-américain et puis ensuite les dynamiques à l'échelle mondiale. Alors, à l'échelle du continent sud-américain, j'attire votre attention sur le bassin de la Plata, qui est au cœur de toutes les liaisons routières internationales du Brésil, mais principalement avec ses voisins les plus directs, à savoir Chili et Argentine en particulier. Les couloirs bio-océaniques, dont j'ai déjà parlé précédemment et qui ont pour fonction, encore une fois, d'ouvrir le Brésil vers l'espace pacifique, sachant que les relations commerciales avec la Chine, pour les Brésiliens, deviennent des relations majeures. Ensuite, Argentine et Chili, les deux partenaires commerciaux majeurs. Si vous regardez bien, j'ai choisi de ne pas représenter le marché commun du Sud, le Mercosur. J'ai préféré ici identifier les deux voisins vraiment avec lesquels le Brésil a des échanges qui sont soutenus. Si on prend le volume des échanges brésiliens, on s'aperçoit que sur les 5-7 premiers partenaires commerciaux du Brésil, on ne trouve que deux pays sud-américains et que ces deux pays sud-américains sont le Chili et l'Argentine. Alors, à l'échelle mondiale, quelle dynamique? Ici, c'est relativement simple. Hein. Des dynamiques liées aux grandes puissances qui intègrent vraiment le Brésil à la mondialisation. Les principaux partenaires commerciaux du Brésil, ce sont la Chine, les États-Unis, l'Allemagne, le Japon, les Pays-Bas. Donc un pays et une puissance qui est réellement tournée vers l'extérieur, une puissance quand même extravertie, du fait de sa vocation, encore une fois, de productrice de matières premières, qu'elles soient agricoles, minérales, pétrolières ou autres. Et puis enfin, le dernier élément, c'est la façade maritime brésilienne qui, en fait, s'étend de Tubarão à Rio avec, en son cœur quand même, le port de Santos. Alors à l'arrivée, ça pourrait donner, avec toutes les limites de la cartographie, je dirais numérique, sans outils numériques, ce type de représentation mais qui, dans son langage, permet d'identifier, je dirais, des dynamiques de différentes échelles et des compositions territoriales, elles aussi, de différentes natures. Bon, voilà les loulous, à la prochaine, j'espère que vous allez bien, et puis on se reverra bien un jour, j'espère.